Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous demander comment bien rédiger une description de poste. Clair et concis, sans trop de termes techniques, de préférence avec un langage inclusif qui évite toute forme de discrimination, bref, tout ce qu'il faut pour attirer un candidat ou une candidate. Mais je te parle pas d'une annonce de recrutement, je te parle d'une description de poste, une fiche de poste si tu préfères, qu'on utilise surtout en interne. Ah oui, d'accord. Mais bon, celle dont tu parles peut quand même servir de base pour une annonce aussi. C'est du boulot de stagiaire ça, non ? On a tous commencé par là en RH à gratter de la DP à la chaîne. Peut-être, ou pas. Encore faut-il faire ça correctement. Alors, comment bien rédiger une description de poste ? C'est quoi l'histoire ? Bon allez, on va pas s'étendre sur toutes les rubriques qu'on peut y mettre, ni sur la diversité qu'il y a dans les entreprises en la matière. On y parle en effet de la mission du poste ou de la responsabilité principale, des activités, des compétences nécessaires pour les exercer, du rattachement hiérarchique de l'éventuelle organisation subordonnée, etc., etc. En substance, tout ce qu'il faut pour situer le poste dans une organisation. Son importance. D'ailleurs, on pourrait ici faire le lien avec la méthode Hay, la classification. Mais aussi ce qu'il faut réunir pour l'exercer, etc., etc. On te dira bien sûr qu'il faut qu'elle soit bien rédigée, concise, etc. Seulement voilà, c'est pas toujours le cas, notamment pour deux rubriques clés de toute description de poste, la responsabilité permanente, ou la raison d'être, et les activités ou principales missions. Avant de revenir sur ces deux points-là, rappelons un point de détail qui n'en est pas un. Une description de poste décrit un poste, pas son titulaire. Alors d'abord la raison d'être, ou la finalité du poste, ou la responsabilité permanente, ou la responsabilité principale. Ça dépend du vocable de chaque entreprise. Mais en substance, c'est ce à quoi sert le poste. En d'autres termes, quel est le résultat permanent attendu de ce poste ? En gros, c'est pour ça qu'on te paye, non ? Ça ne semble pas trop difficile. Encore faut-il respecter quelques règles. La plus simple, c'est de se dire que tout poste garantit un résultat. Celui pour lequel tu as raison, on met un salaire fixe en face. Et que ce résultat contribue forcément à un autre résultat plus grand. Donc tu peux commencer ta raison d'être par un truc du genre « contribue à ce résultat plus grand », en garantissant ce résultat plus petit. L'intérêt, c'est que ça permet de mettre en perspective la contribution du poste à une finalité plus large. On va prendre un exemple très simple. Qu'est-ce qu'on attend d'un poste de serveur dans un restaurant concrètement ? Bah, qu'il fasse le service. Oui, mais pourquoi ? Pour satisfaire les convives. Exactement. Donc on pourrait écrire que la finalité, ou la raison d'être, d'un poste de serveur, c'est contribuer à la satisfaction des clients ou des convives en garantissant la qualité du service en salle. En même temps, ça te dit pas vraiment le périmètre de son action. C'est quoi le service en salle en l'occurrence ? Ce serait peut-être utile et pertinent d'ajouter une information qui permet de qualifier ou de dimensionner ce résultat permanent attendu. Oui, dans le cas du serveur, tu pourrais par exemple préciser de la mise en place à la remise en état de la salle, pour qu'on comprenne que le service ici englobe ce qu'il y a avant pour le préparer, ou après pour aller jusqu'au bout du geste. Et dans le cas d'un chef de cuisine, tu dirais par exemple qu'il contribue aussi à la satisfaction des clients ou des convives, mais cette fois en garantissant la production de la cuisine. Et tu ajouterais dans le respect de normes de qualité, coût et délai. Donc en gros, tu contribues à quoi, en garantissant quoi, en mentionnant la dimension ou les contraintes. Et après, tu passes aux activités principales, ou missions, qu'il faut réaliser pour atteindre ce résultat permanent. En gros, c'est un peu comme un processus que tu décris, sans entrer dans le détail. Tu n'es pas ici dans le détail de la recette de cuisine, mais bien des grandes étapes qu'il faut mettre en œuvre pour obtenir le résultat visé. Mettre en œuvre, l'expression est bien choisie. Donc tu utilises des verbes d'action à l'infinitif. Que doit faire le poste de serveur pour garantir la qualité du service en salle ? En l'occurrence, vraisemblablement, vérifier le matériel, dresser les tables, accueillir les convives, les inviter à prendre une table, présenter le menu, fournir des explications, les conseiller, prendre les commandes, etc., etc. Et là aussi, tu peux, si c'est important, préciser les contraintes. Ton serveur, il ne dirige pas les convives à n'importe quelle table. Il tient compte des préférences des clients et du nombre de personnes, bien sûr, mais aussi des disponibilités en salle pour éviter les places vacantes par table. Ouh là là, c'est bien compliqué tout ça. De bien rédiger une description de poste ? Non, ça tu nous avais bien expliqué.
Mais le poste de serveur, c'est bien la preuve que c'est un métier, et c'est pour ça qu'il y en a qui l'exercent bien et d'autres moins bien. En résumé, la raison d'être d'une description de poste exprime le résultat permanent que le poste garantit, et ce à quoi ce résultat contribue plus largement, en donnant des éléments permettant d'en cerner la dimension et les contraintes. Les principales missions décrivent quant à elles les grandes actions pour obtenir ce résultat, comme si on décrivait un processus. On utilise alors des verbes d'action à l'infinitif. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.